Quel secret cache l'épisode 6 de House of Dragon saison 3? Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren, et comme chaque semaine, je vous livre ici mon analyse détaillée de cet épisode, ainsi qu'un décryptage des nombreuses références au livre Feu et Sang, ainsi que des différences entre le livre et la série et cet épisode particulier, et enfin, à la fin de la vidéo, je vous préviendrai, une toute petite section spoiler dédiée aux lecteurs du livre, bien entendu. On a beaucoup de choses à traiter, alors c'est parti. J'ai été surpris que l'épisode 6 débute directement par le bal du boucher, alias la mort indigne de Criston Cole. C'est typiquement le genre de moments qui sont réservés pour les fins d'épisode, donc j'imagine que c'était fait exprès par la production pour créer une sorte de pont entre la fin de l'épisode 5 et le début de l'épisode 6, puisque les deux séquences se suivent très clairement. On donne ici l'occasion à Criston Cole d'exprimer ses qualités martiales dans un combat qui se révélera être un amuse-bouche et un piège dans lequel il saute à pieds joints. House of Dragon reprend ici l'idée des soldats cachés parmi les cadavres pour piéger Criston Cole, et même si je m'attendais à quelque chose d'encore plus macabre après avoir lu le livre, force est de constater que la scène garde l'esprit de ce passage de Feu et Sang. On voit bien que Criston Cole est presque heureux alors qu'il touche presque du doigt la fin dont il rêvait dans l'épisode 5, une mort où il pourrait s'illustrer au combat, une dernière fois en tant que meilleur guerrier des 7 couronnes autoproclamé, mais comme chez George R. R. Martin, on lui refuse brutalement ce grand final et on l'exécute froidement à coups de flèche et on massacre sommairement ses soldats. C'est ce qu'on appelle un anti-climax qui risque de décevoir pas mal de gens, comme je l'ai déjà entrevu sur les réseaux, mais je trouve que c'est plutôt très fidèle à ce qu'en faisait l'auteur dans son livre pour une fois. Je note qu'ici, la série raccroche cette dernière scène à ce qu'il reste pour Criston Cole, à savoir son amour pour Alicent Hightower. Alors qu'il se prépare pour ce qu'il pense être son dernier duel, il accroche à son épée le mouchoir qu'Alicent lui a donné lors de leurs adieux en saison 2, et lors du dernier plan de Criston Cole gisant à terre, c'est sur ce mouchoir que la caméra se focalise, et on peut imaginer que la mort de Criston Cole ne viendra pas aux oreilles d'Alicent sous la forme d'une chanson à sa gloire, tant sa fin aura été indigne du guerrier qu'il était. C'est précisément ce qu'on lui refuse ici dans la série, tout comme c'était le cas dans le livre, et je dois dire que j'en suis plutôt satisfait, même si je comprends qu'on veut toujours avoir un peu plus de bataille dans une série comme House of Dragon. L'épisode 6 s'intitule Faceless Man, ou L'homme sans visage en VF. Il s'agit ici probablement d'une référence aux meurtres qui ont lieu à Port-Réal et qui ne vont probablement pas s'arrêter avec la mort d'un des assassins tués par Daemon Targaryen. Le roi consort de Rhaenyra est véritablement poussé dans ses derniers retranchements dans cet épisode alors que les soldats du guet de la ville sont désormais 25 à être morts sur ordre d'Ormund Hightower. Daemon est témoin de la défection de certains de ses soldats et n'arrive pas à les retenir malgré ses diverses imprécations. On sent ici que Daemon est plus seul que jamais au sein de la garnison du corps de garde, qu'il a lui-même participé à professionnaliser. C'est un échec qu'il prend personnellement et il se met en grand danger pour attraper l'assassin, chose qu'il réussit à faire, mais le meurtrier aux yeux vairons lui explique qu'il est loin d'être le seul dans son organisation clandestine et qu'il ne compte s'arrêter que lorsque Daeron sera couronné. Ici, Daemon fait une erreur qui sera sans doute préjudiciable lorsqu'il tue celui qu'il aurait dû emprisonner pour le questionner et en apprendre plus, car il a certes mis un visage sur le meurtrier inconnu jusqu'ici, mais en le tuant, il se retrouve au même point qu'avant, car ce sont sans doute d'autres hommes sans visage qui vont reprendre le flambeau macabre des assassinats à Port-Réal. Ici, on comprend que les ennemis de Rhaenyra sont légion dans la capitale et ils vont continuer à agir pour pousser son règne au bord du précipice. Et le fait d'avoir un Daemon déboussolé de la sorte risque d'être problématique à terme. Au conseil restreint, on le voit comme un lion en cage face aux autres conseillers qui l'appellent à la tempérance, sauf que Daemon c'est un homme d'action, on le sait depuis la saison 1, et il insiste pour faire ce qui aurait dû être fait depuis le début, à savoir brûler les Hightower. Quelque chose me dit qu'on s'engage vers une grossière erreur de Daemon à Chutebourg qui pourrait se mettre à brûler ses adversaires sans discernement pour les civils, et pour lui, ce serait même justifié par la destinée divine de Rhaenyra qui lui rappelle à nouveau. Daemon se montre même furieux à la mention de Viserys, son frère, qui aurait certainement fait preuve d'une plus grande prudence à sa place. Il semble ici que Daemon en ait marre qu'on lui dise quoi faire, et encore plus quand il s'agit de lui rappeler
en quoi son frère aurait mieux géré la situation. En tout cas, Port-Réal est de plus en plus en proie au déséquilibre, avec une Rhaenyra qui se noie de plus en plus face aux responsabilités et à son incapacité à agir. C'est particulièrement présent dans cette nouvelle séance de doléances où le petit peuple lui fait part de ses difficultés, et là c'est simple, elle n'est responsable de rien. Vous manquez d'argent? Demandez à Torren Manderly. Les femmes du Matrister ne sont pas en sécurité? Je prierai pour elles quand j'irai au Grand Sept. Vous avez peur des meurtres dans la rue? C'est pas ma faute, c'est les Hightower. Rhaenyra renvoie donc une image de monarque perdu dans ses responsabilités, et on voit bien la gêne de Mysaria sur son visage lorsque la reine répond au peuple. C'est évidemment ponctué par ce détail qui n'en est pas un, Rhaenyra s'est coupée sur le trône de fer. Quand elle s'en rend compte, vous voyez qu'elle cache immédiatement sa main et se lève pour quitter la salle, laissant les doléances en plan. Ici, on n'insiste pas trop là-dessus, mais c'est un événement d'importance, car dans l'univers de Westeros, ça représente un rejet pur et simple du trône de fer lui-même pour le monarque, et c'est vécu comme un très mauvais présage sur la durée de son règne. Dans la série, on a en plus établi que la maladie de Viserys était peut-être aussi liée à cette coupure qu'il a lui-même connue durant la saison 1 sur le trône de fer, Viserys qui est mentionné au Conseil restreint, je le disais, mais qui est aussi présent dans la salle du trône de fer, sous la forme de sa statue qui veille sur ses successeurs. J'ai noté d'ailleurs que sa statue tient ce qui semble être la maquette qu'il aimait tant, une façon d'insister à nouveau sur le fait que Viserys était un constructeur, alors que tout ce qui se passe dans la danse des dragons détruit tout ce qu'il espérait édifier. Dans cet épisode, il me semble voir une thématique se dégager. Obtenir ce dont on a toujours rêvé n'est peut-être pas le meilleur moyen d'être heureux. C'est présent chez Rhaena, qui semble déjà regretter sa vie de solitude et aimerait interagir avec sa sœur Baela. C'est particulièrement présent chez les semences de dragons Ulf et Hugh, Ulf qui explique à son camarade qu'ils sont devenus simplement des serviteurs de Rhaenyra et qu'ils ne sont plus libres de leur vie. Hugh, de son côté, a certes un beau dragon, mais il a perdu sa femme, qui ne le reconnaît plus, et le repousse même violemment quand il vient la voir à Chutebourg. C'est sans doute même une thématique qu'on pourrait étendre à toute la saison d'ailleurs, étant donné ce qui se passe avec le règne de Rhaenyra dont elle a toujours rêvé. Au sujet de Rhaenyra, j'ajouterais que Mysaria, après avoir décidé de ne rien lui dire pour Alicent et Helaena dans l'épisode 5, s'enfonce dans un mensonge et va même jusqu'à faire tuer la servante qu'il avait sans doute prévenue dans l'épisode précédent. Elle est désormais une vraie maîtresse des chuchoteurs, et elle tient des secrets face à la reine qu'elle avait promis de servir du mieux qu'elle pouvait. C'est majeur pour le personnage de Mysaria, qui semblait pourtant prête à tout pour aider Rhaenyra, et on doit ce revirement sans doute à ses rencontres avec Alicent dans l'épisode 5. À Chutebourg, j'ai apprécié la relation qui se présente entre Ormund et Gwaine Hightower. On voit bien que le seigneur de Villevieille ne tient pas spécialement son cousin en haute estime, et ce malgré la campagne militaire qu'il vient de mener. Gwaine ne se laisse cependant pas faire, et assume ses opinions opposées à Ormund, notamment dans la stratégie qui est la sienne, de provoquer Rhaenyra et ses dragons, une idée qui est vouée au désastre selon Gwaine. Je note qu'il y a une véritable bascule dans l'estime que porte Ormund à Gwaine dans cet épisode. Ce revirement arrive après que Gwaine le sauve, lui et Daeron, des assassins envoyés par Rhaenyra. Il faut dire que sans Gwaine et sa connaissance des Chevaliers des Sept Couronnes, l'issue de cette scène aurait sans doute été tout autre. C'est d'ailleurs l'occasion à nouveau pour Ormund de montrer toute l'étendue de sa faiblesse face aux odeurs fortes et ici le sang. On le voit vomir son repas, tout simplement, ce qui, j'imagine, lui jouera des tours lorsqu'il devra mener une véritable bataille, qui ne sera pas sans l'entourer de nombreuses odeurs difficiles à supporter, n'est-ce pas? J'ai aussi été frappé par le fait qu'Ormund s'adresse à Daeron en lui donnant du majesté, comme le roi qu'il a proclamé lui-même. Pour autant, Ormund donne des ordres à Daeron comme s'il était encore un simple écuyer, ce qui donne un aspect très contradictoire à ses prises de parole. « Va t'occuper de Gwaine, majesté, vous voyez le genre? Ça marche pas. » Et comme le dit très bien Daeron à Gwaine, lorsqu'ils sont seuls à seul, Ormund le traite comme un pantin. Il y a donc peu de doute sur le fait que Daeron serait un roi fantoche si Ormund réussit à le mettre sur le trône. Gwaine fait d'ailleurs des reproches à Daeron, lui disant qu'il ne devrait pas laisser Ormund faire tout ce qu'il veut de lui, mais Daeron explique qu'il doit jouer le jeu, sinon... Et il termine pas sa phrase. Sinon quoi, concrètement? On voit ici à nouveau la peur dans le regard de Daeron, et je me demande si on sait tout ce qu'il y a à savoir sur Ormund. Si ça se trouve, Daeron sait quelque chose sur lui qui lui fait peur, et qu'on ne sait pas encore nous en tant que spectateurs. J'ai été marqué par le fait aussi que Daeron demande des nouvelles de sa mère à Gwaine, comme elle l'en demandait sur lui dans la saison 2,
Les parallèles entre Alicent et son fils étaient déjà criants dans la saison 3, mais la série insiste ici bien dessus, et ça montre bien l'impact d'un enfant trop longtemps séparé de sa mère. Quant à Elena, elle a bien sa mère sous le coude, et ce n'est pas tout à fait une mince affaire, car elle comprend qu'Alicent lui a menti au sujet de Jaehaera, un nouveau coup de couteau métaphorique dans le dos pour la jeune femme, sur qui le sort s'acharne dans cette saison 3, son moral semble particulièrement faible et elle ne se nourrit plus et parle à peine pour se concentrer sur la confection d'une couverture. On voit d'ailleurs dessus le prince Aemond, allongé en boule sur une couverture rouge. Derrière lui se trouve un château noir en ruine, qui ne peut être que Harrenhal, avec au-dessus de lui la présence d'une femme qui le toise, Alice Rivers bien entendu. J'ai aussi noté qu'à droite de la couverture se trouvent 3 formes qui correspondent bien à des œufs de dragon. C'est intéressant de noter qu'il n'y en a que 3 sur la couverture, alors qu'Alice en montre 5 à Aemond. Un clin d'œil sans doute de la série aux 3 œufs de Daenerys, qui donneront Viserion, Rhaegal et Drogon dans Game of Thrones. Je dois dire que je suis un peu perdu parce que je croyais que les futurs œufs de Daenerys avaient été envoyés en Essos dans la saison 2, les couleurs des œufs à l'époque correspondaient bien à celles des œufs de Daenerys, et pourtant, Ryan Condal avait contredit cette information, donc si ça se trouve, les véritables œufs de Daenerys sont parmi ceux qu'Alice montre dans cet épisode, mais les couleurs ne correspondent pas vraiment. Bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, il se passe beaucoup de choses à Harrenhal dans cet épisode, avec un rapprochement très net entre Aemond et Alice Rivers. D'abord, Aemond pense pouvoir partir à la recherche de Vhagar, maintenant que lui et Alice sont quittes, mais il se rend vite compte qu'il est bien trop reconnaissable pour qu'on le laisse tranquille sur les routes de Westeros, à l'image de ce garçon d'écurie qu'Alice tue pour protéger son secret. Aemond semble piégé à Harrenhal, sans Vhagar, mais ça n'a pas l'air très grave, car il y a une vraie relation qui se noue entre lui et Alice Rivers. Elle lui annonce d'ailleurs son plan pour leur futur, régnant l'un à côté de l'autre avec des enfants Targaryens sur Harrenhal et ses environs, en défi à la couronne et même jusqu'aux dieux. Cette destinée semble d'ailleurs plutôt plaire à Aemond, on va voir ce que le futur nous réserve pour eux deux. En tout cas, le futur proche va les faire rencontrer Alicent, puisque la mère d'Aemond arrive pour mener à bien une sale mission donnée par Rhaenyra, approcher d'Aemond avec une escorte et le tuer. Malgré les suppliques d'Alicent, Rhaenyra ne lui laisse pas le choix. Si elle ne le fait pas, elle et Elena ne seront jamais libres. Donc ici, on a Alicent qui choisit à nouveau Elena plutôt qu'Aemond, Elena plutôt que ses fils, et peut-être elle-même plutôt que ses fils. Pour Alicent, c'est le signe que Rhaenyra renie son cœur pour faire ce qui s'impose à elle en tant que monarque, une prophétie qu'elle lui avait d'ailleurs elle-même annoncée au début de la saison 3. Il y en a un qui a toujours des reproches à faire à Rhaenyra, c'est Corlys Velaryon qu'on revoit dans ce 6e épisode, alors qu'il célèbre sa victoire contre les derniers soldats de la Triarchie. Il explique à Alyne de Karen que les exigences de Rhaenyra sont sans fin, mais qu'il y accédera malgré tout, et après qu'il annonce à ses soldats qu'ils vont retourner à Port-Réal, Corlys fait une rencontre pas super agréable, celle de Jon Roxton qui est venu tuer ses soldats et s'en prendre à lui. Au départ, j'ai cru qu'il avait tué Corlys, mais après avoir revu la séquence, je vois surtout 2 personnes le maîtriser pour l'empêcher de se défendre, ce qui m'indique que Corlys va certainement être capturé et amené à Chutebourg. Alors pourquoi faire? Ça j'en sais rien, mais on peut noter qu'Ormund expliquait dans l'épisode 6 à Daeron que Corlys était un bon choix de main pour Rhaenyra, alors l'écarter de Rhaenyra risque de déstabiliser encore un peu plus son règne, j'imagine. Je dois dire que je suis plutôt satisfait, parce que j'ai vu cette semaine dans House of Dragon, la mort de Criston Cole que beaucoup attendaient depuis longtemps est gérée correctement et pour une fois fidèlement au livre. J'ai particulièrement apprécié les scènes avec des personnages qui avaient jusqu'ici eu peu de temps d'écran en saison 3, que ce soit Baela et Alyne, Aemond et Alice et surtout Ulf et Hugh Marteau. J'ai beaucoup aimé tout ce qui traite de Daeron Targaryen et de Gwaine Hightower également. Il y a bien sûr toujours des choses qui flottent un peu, je pense notamment à l'idée de Rhaenyra d'envoyer des assassins à Chutebourg, puis à Harrenhal. Bon, ça me semble pas être les choix les plus éclairés du monde, mais on voit bien qu'elle est un peu perdue dans ses options. Quoi qu'il en soit, il nous reste encore 2 épisodes pour cette 3e saison, et je suis plus qu'enthousiaste à l'idée de les découvrir, car tout ce qui est mis en avant depuis le début de la saison est fort intriguant, je dois le dire. Avant de parler des nombreuses références de cet épisode à Feu et Sang, je voulais vous rappeler que si vous appréciez House of Dragon, Game of Thrones et tout cet univers, vous êtes exactement au bon endroit. Tout au long de la saison 3 de House of Dragon, je vous proposerai des réactions, des analyses d'épisodes et des théories chaque semaine, mais aussi un live de débrief tous les mardis soirs à 21h, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On est bientôt à 30 000 abonnés, donc ça me ferait super plaisir que vous rejoigniez l'aventure, c'est gratuit, appuyez simplement sur le bouton s'abonner, ça me fera plaisir.
Qui dit nouvel épisode dit nouvelle référence à l'univers de Game of Thrones et à Feu et Sang, bien entendu. J'en ai à nouveau noté de nombreuses, donc c'est parti pour le listing. On voit plusieurs blasons un peu partout au début de cet épisode 6. Ici, on voit l'aigle d'argent sur fond bleu de la maison Mallister, de Salvemer, ou Seaguard en anglais. Et là, si on fait bien attention, on retrouve aussi le laboureur noir sur fond marron de la maison Darry, de Darry le Château, ou Castle Darry en VO. Par ici, on voit l'étalon rouge sur fond jaune de la maison Bracken, de la Épière, Stonehenge, mais aussi la truite de la maison Tully, de Vivzeg, ou Riverrun en anglais. Et là, je vois aussi le blason de la maison Vance sur l'étendard. Il s'agit ici de la maison Vance de Bel Accueil, et pas celle d'Atranta, qui soutient Aegon dans la Danse des Dragons. Et enfin, j'ai aussi vu le blason Nerbosque ou Blackwood sur cette photo officielle de l'épisode 6. À la fin de la première échauffourée, Criston Cole encourage ses troupes en criant « Nous éclairons la voie », ou « We light the way » en anglais. C'est bien sûr la devise de la maison Hightower, dont les armes représentent le phare de Villevieille, Villevieille où sont situés le septuaire étoilé et la citadelle, en plus du phare de la Grande Tour, d'où l'idée d'éclairer la voie. Dans la salle du conseil, Daemon fait référence au champ de feu, expliquant que brûler les adversaires n'est pas indigne quand sa destinée est divine. Il parle ici de la bataille du champ de feu, qui est une des batailles menées durant la conquête de Westeros par Aegon Targaryen et ses sœurs Visenya et Rhaenys. La bataille oppose l'armée Targaryen à deux armées, celle de Loren Lannister de Castral Rock, le roi de l'Ouest, et Merne Neuf Jardinier, ou Gardner en anglais, le roi du Bief de Haut-Jardin. Les deux armées comptent 55 000 hommes, soit 5 fois plus que l'armée Targaryen, mais celle-ci a la chance d'être menée par Aegon lui-même, accompagné de son dragon Balerion, de Rhaenys et sa monture Meraxes, et de Visenya sur sa dragonne Vhagar. Et c'est grâce aux 3 dragons que la bataille est remportée, le feu dragon donnant son nom à cette bataille, car 5 000 hommes sont tués et 10 000 blessés ce jour-là. C'est à la suite de cette bataille que disparaît la maison Jardinier, qui sera remplacée en tant que suzeraine du Bief par les Tyrell à Haut-Jardin. Loren Lannister, de son côté, préfère ployer le genou et est maintenu comme suzerain des terres de l'Ouest. Dans cet épisode, on voit plusieurs nouveaux membres de la garde Régine de Rhaenyra, mais aucun d'entre eux n'est nommé, donc je ne peux pas vous dire de qui il s'agit malheureusement, juste notez qu'il y en a déjà un qui est mort, puisqu'on le voit ici avec Rhaenyra, mais elle l'envoie visiblement à Chutebourg pour tenter de tuer Ormund et Daeron, mais la mission se solde par sa mort et celle de ses compagnons d'armes déguisés en délégation Baratheon. Justement, les Baratheons, il est beaucoup question d'eux dans cet épisode 6, il s'agit de la maison suzeraine des Terres de l'Orage, qui s'étendent au sud de Port-Réal et au nord des Montagnes Rouges. On les reconnaît à leur blason, qui représente un cerf noir sur champ doré. Vous noterez d'ailleurs que le cerf porte une couronne, alors qu'à cette époque, les Baratheons ne sont pas rois, et ne le seront qu'après la rébellion de Robert, 150 ans plus tard. La couronne est là car ils ont repris le blason de la maison Durandon, la lignée des rois de l'Orage qui a pris fin avec la conquête d'Aegon. Bref, à cette époque, c'est le seigneur Boros Baratheon qui mène la maison, et comme on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, ils se font attendre, en prétextant des incursions dorniennes au sud de leur terre. Dans le livre, il appelle ses soldats, et même prêt à marcher sur Port-Réal contre Rhaenyra, avant de se raviser et de se lancer plutôt au sud, face à cette fameuse incursion dornienne. On parle ici du roi Vautour, il s'agit d'un titre qui revient régulièrement dans l'histoire de Westeros, et est souvent porté par un hors-la-loi qui va rassembler des bandits et s'attaquer aux terres à la frontière des Montagnes Rouges, cette chaîne de montagnes qui sépare Dorne du reste de Westeros. À savoir que le nom du roi Vautour a aussi été évoqué dans Night of the Seven Kingdoms saison 1, mais qu'on faisait ici référence au roi Vautour de l'an 206, soit 76 ans après la Danse des Dragons, qui avait tenté de faire sécession du trône de fer et dont la rébellion avait été matée par les seigneurs de la Marche, dont les Dondarrion. Alice Rivers mentionne Rhaena Targaryen dans cet épisode, c'est la fille aînée du roi Aenys Ier, dont la vie a été particulièrement tragique. Ici, je mentionnerai surtout qu'elle était dragonnière de son cheveu, Dreamfire, qu'elle chevauchait partout dans le royaume. Mariée à son frère Aegon dans un premier temps, elle donne naissance à des jumelles, Erea et Rhaela Targaryen, puis elle est mariée à son oncle Maegor, dit le Cruel, dont j'ai parlé il y a pas très longtemps en analyse, et devient une de ses épouses noires. Alice Rivers parle du fait que Rhaena est venue à Harrenhal pour pleurer la mort de sa fille. C'est de Erea qu'elle parle, car celle-ci est morte dans des circonstances troubles, comme si elle avait pris feu de l'intérieur. Feu et Sang mentionne que Rhaena s'est installée dans la tour de la veuve à Harrenhal, et finit d'ailleurs par obtenir une réputation de sorcière auprès du peuple du Conflent. Ce n'est donc sans doute pas pour rien qu'Alice semble tant s'y connaître à son sujet.
J'en parlais tout à l'heure, Alice présente à Aemon 5 œufs de dragon qui ont été pondus par sa dragonne Son-Cheveux durant leur passage à Harrenhal. Il n'est pas impossible que 3 d'entre eux seront les futurs Drogon, Rhaegal et Viserion, que l'on connaît bien pour être les dragons de Daenerys dans Game of Thrones. C'est en tout cas une théorie importante de la communauté, mais qui n'a toujours pas été confirmée par des écrits de George R. R. Martin à ce stade. Pour terminer avec Alice Rivers, elle explique vouloir être la dame de l'eau aux côtés d'Aemon Targaryen. Je suis allé chercher si ça faisait référence à un titre dans l'univers du Trône de Fer, mais je n'ai rien trouvé. Il s'agit sans doute ici d'une invention de la série. L'eau m'évoque bien sûr le lac de l'Œil-Dieu, qui s'étend aux côtés de Harrenhal, et les différents fleuves qui traversent le conflant. Ça montre sans doute à nouveau l'ambition d'Alice sur le château et les terres qui l'entourent, et surtout cette idée qu'elle a d'être une femme puissante aux côtés d'un homme puissant, Aemon Targaryen, qu'elle voit en seigneur dragon régner à côté d'elle sur la région. Je continue avec les références que j'ai vues dans cet épisode 6. Alors que Daemon vient de frapper Ulf dans une rue de Port-Réal, on voit une jeune fille regarder la scène avant de s'éclipser. C'est la même qu'on voyait livrer discrètement un message à l'assassin Hightower dans l'épisode précédent. Je m'imagine donc que la nouvelle des tensions entre Daemon et un des semences de dragon va être éventée aux oreilles d'Ormund. Ormund d'ailleurs mentionne qu'avec le soutien des Baratheons, Haut-Jardin n'aura d'autre choix que de le rejoindre. Haut-Jardin, ou Highgarden en anglais, c'est le siège de la maison Tyrell, qui sont les suzerains du Bief, et qui maintiennent un statut pacifique à l'heure actuelle dans la danse des dragons, à savoir qu'ils n'ont pas pris parti du coup ni pour les Noirs ni pour les Verts, et Ormund s'imagine donc qu'avec le soutien d'une grande maison, les Tyrell entreront enfin dans le conflit, confiant que les Hightower l'emporteront face à Rhaenyra. À Chutebourg, Ormund présente Daeron aux faux émissaires Baratheon. Il est coupé dans son monologue, mais il donne à Daeron les titres habituels de roi des Andals, des Rhoynar et des Premiers Hommes. C'est une succession de titres qu'on donne traditionnellement au roi des Sept Couronnes. Il s'agit en réalité des différents peuples qui ont vécu à Westeros à travers les siècles et millénaires. Les Premiers Hommes, comme leur nom l'indique, sont les premiers hommes à avoir vécu à Westeros, en compagnie notamment des Enfants de la Forêt. Le continent a ensuite été envahi, conquis puis influencé par les Andals, plusieurs millénaires avant la conquête. Ce sont eux qui vont influencer la civilisation westerosi telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, que ce soit au niveau de la religion, mais aussi avec la conception de la chevalerie. Et enfin, les Rhoynar sont un peuple venu d'Essos sous l'impulsion de la princesse Nymeria et qui se sont installés au sud de Westeros à Dorne quelques 750 ans avant la conquête. Au titre de roi des Andals, des Rhoynar et des Premiers Hommes s'ajoutent aussi les titres de seigneur des Sept Couronnes et de protecteur du royaume qui, comme son nom l'indique, consiste en la charge de défendre le royaume. Lorsqu'il retrouve sa femme Cat, Hugues Marteau lui explique avec fierté qu'il est le dragonnier de Vermithor, alias la Furie des Reins. Il tire ce surnom de sa couleur qu'on dit bronze et beige. Pour la petite histoire, c'est Rhaena Targaryen qui, en l'an 34 après conquête, a placé un œuf de dragon dans le berceau de son petit frère Jaehaerys. C'est Vermithor qui éclora de cet œuf et se liera donc avec l'enfant qui deviendra par la suite le vieux roi Jaehaerys Ier. On ne sait pas exactement quel âge a Vermithor à cette époque, car on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est né, mais c'est forcément en 34 après conquête, ou bien juste après, donc au maximum Vermithor a 96 ans, quelque chose comme ça, ce qui fait de lui un des dragons les plus vieux, et donc un des plus formidables de la danse des dragons. Au moment où Alicent révèle à Rhaenyra qu'Aemon se trouve à Harrenhal, elle lui explique que Helaena peut voir l'avenir. Une information qui n'est pas si étonnante pour Rhaenyra, qui sait que les Targaryens sont capables de rêver. Elle mentionne ici Daenys Targaryen, parfois aussi appelée Daenys la rêveuse. Il s'agit de la fille d'Aenar Targaryen, le seigneur de la maison Targaryen, plus d'une centaine d'années avant la conquête, qu'elle avait prévenu de son rêve prophétique de la chute de Valyria. Suite à cette prophétie de sa fille, Aenar décide de quitter Valyria et d'installer sa famille à Père-Dragon, ce qui permet ainsi à la maison Targaryen d'échapper au fléau de Valyria, qui détruira la péninsule et l'Empire valyrien par la même occasion. Autant vous dire qu'une Targaryen qui rêve a une importance toute particulière pour la maison du dragon. Dans le hall des Airiers, on parle de Chaînes en Fer, où Rhaena Targaryen a vu Baela de loin. Chaînes en Fer, ou Iron Oaks en anglais, est situé dans le Val d'Arryn et est le siège de la maison Vambois, ou Waynwood en anglais, reconnaissable à son blason représentant une roue brisée noire sur fond vert. Et dans l'épisode 6, Aegon annonce qu'il accepte de partir en Essos avec Larys et Tyrion Lannister. Ils vont donc partir sur un navire commercial depuis la ville de Vierge-Étang, ou Maidenpool en anglais. C'est une ville portuaire du Conflant, située sur la rive sud de la baie des Crabes, là où le Trident rejoint la mer, à savoir que c'est le siège de la maison Mouton, dont le blason est composé d'un saumon rouge sur fond blanc entouré d'un liseré doré.
La Maison de Mouton est fidèle à Rhaenyra durant la Danse des Dragons. Avant de parler des différences entre cet épisode 6 et Feu et Sang, je voulais aussi vous rappeler que les abonnés soutiens reçoivent mes vidéos en avance ainsi que de nombreux contenus exclusifs. Comme des réactions nostalgiques, en ce moment on se fait la saison 1 de Rome sur HBO et des lectures de Feu et Sang. Si c'est le genre de choses qui peuvent vous intéresser, rejoignez la chaîne YouTube, ma page Ulule ou bien Ko-fi, et faites partie des vrais dragons qui soutiennent la chaîne. Un grand merci à eux. Comme toujours, cet épisode marque à nouveau de nombreuses déviations entre le matériau original et la série, et je voulais vous en citer quelques-unes d'assez importantes. Commençons par le fameux bal du boucher de cet épisode 6. Dans le livre, l'armée de Criston Cole est harcelée pendant des jours avant la mort de la main d'Aegon, à tel point que certains de ses soldats désertent. Dans Feu et Sang, il y a bien des soldats du Conflant qui se font passer pour des morts, mais la mise en scène est encore plus macabre, imitant une sorte de banquet mortuaire qu'on n'a pas vu dans l'épisode. De même, le personnage d'Alysanne Nerbosque, Alysanne Blackwood, n'est pas vraiment présent à ce moment-là de Feu et Sang, et ne peut donc pas tuer Criston Cole ici. C'est un personnage qui n'apparaît pas dans la série qui est responsable, Robb Rivers le Rouge, et 2 de ses archers sur l'ordre de Pat de Longfeuille, celui qui avait tué Jason Lannister dans le livre, lui aussi absent de la série. Et j'avoue que j'aurais surtout aimé qu'on donne cette réplique que j'aime beaucoup dans le livre, « Je ne veux pas de chanson qui compte combien tu as bravement péri, faiseur de roi ». En plus, ça aurait bien enfoncé le clou après les espoirs de gloire de Criston Cole, formulés à la fin de l'épisode 5. Dans Feu et Sang aussi, on n'évoque pas que les soldats de la Triarchie pillent la côte des terres de la Couronne. Ils ne sont donc pas traqués par les Vélarions de Corlys, et il n'est pas non plus capturé par Jon Roxton. À Port-Réal, comme je le disais la semaine dernière, il n'y a pas d'assassinat en série à l'encontre du quai de la ville, et il n'y a pas non plus d'enquête de Daemon pour trouver les meurtriers. Et du coup, il y a encore moins de défections à l'intérieur des rangs de la garde de la ville. Rhaenyra n'envoie pas non plus des assassins déguisés en Baratheon pour s'en prendre à Ormund ou à Daeron à Chûtebourg. Le livre n'évoque pas de femme pour Hugues Marteau, donc il n'y a pas de tension entre lui et sa femme, et donc pas non plus de visite secrète de Chûtebourg par Hugues Marteau. Concernant Ulf, je le disais déjà précédemment, mais Daemon ne s'oppose pas à lui ni ne le frappe dans Feu et Sang, c'est même plutôt l'inverse, car Daemon a tendance à soutenir les demandes des semences de dragon dans le livre. A nouveau, Alicent est utilisé comme pion par Rhaenyra pour s'occuper d'Aemond à Harrenhal, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans le livre car Alicent est vraiment prisonnière de Rhaenyra, et les deux personnages se détestent dans Feu et Sang, et pour finir, il n'y a pas non plus d'histoire d'œufs de dragon présents à Harrenhal et en possession d'Alice Rivers dans le livre, tout comme on ne fait jamais mention du fait que Helaena soit une rêveuse Targaryen dans Feu et Sang. Enfin, je voulais dédier une courte section spoiler aux lecteurs de Feu et Sang pour parler d'un certain nombre de thématiques qui semblent se dessiner à mon avis sur la fin de la saison. Si vous n'avez pas lu le livre, sachez que la suite de la vidéo va spoiler, donc attention spoiler. Si vous me quittez là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes futures vidéos. Beaucoup de choses dans cet épisode mettent en place la suite de la saison et peut-être de la série au global. Déjà, le rapprochement officiel entre Baela et Aline de Karen nous permet d'entrevoir leur futur mariage, comme dans le livre, dans un futur proche. Je ne suis pas certain qu'on le verra en tant que tel dans la série, mais il semble en tout cas que leur lien soit quelque chose que la série veut effectivement montrer. Je me demande d'ailleurs s'ils ne vont pas mettre en place une sorte de triangle avec Adam de Karen, qui semble un peu draguer Baela dans l'épisode 5. Je sais pas si c'est nécessaire, donc on verra bien. En tout cas, l'épisode 6 montre bien qu'il n'existe plus aucun obstacle pour s'opposer à l'armée du Conflant jusqu'à Chûtebourg, ce qui m'indique qu'on aura certainement des riverains devant les remparts de la ville d'ici l'épisode 7. Quant à la bataille en tant que telle, je l'attends plutôt pour l'épisode 8, mais entre-temps, il y a beaucoup de choses à faire, notamment du côté d'Ulf et de Hugues, dont on place toujours plus des justifications quant à leur future trahison. Pour Ulf, c'est évident depuis longtemps, on le considère comme un serviteur plus que comme un chevalier, on le bride dans ses libertés, et en plus on le frappe physiquement à plusieurs reprises. Des 2 semences de dragon, c'est lui qui a le plus à gagner à quitter le giron de Rhaenyra. Quant à Hugues, voir Kat l'aura sans doute bien chamboulé, et j'imagine que si Daemon met à exécution son envie de brûler Chûtebourg, il réagira quoi qu'il arrive pour défendre Kat, même si leur rupture paraît effective ici. De mon côté, j'imagine aussi Hugues prêt à suivre les actions d'Ulf de toute façon. L'épisode 6 nous montre bien que le moral de Helaena est dans une spirale négative à tel point qu'elle ne se nourrit plus et qu'elle parle à peine. Je vois bien cette tourmente s'accélérer de plus en plus maintenant qu'elle va être seule au Donjon Rouge, avec pour seule compagnie Rhaenyra, qui va très probablement la pousser à lui donner des prophéties. En gros, la fin de Helaena approche à mon sens. Reste à savoir comment ils vont la mettre en scène. Enfin, la quasi-absence de scène avec Aegon dans cet épisode 6 m'indique qu'ils en gardent sous le coude pour la fin de la saison, et potentiellement pour l'épisode 7 qui, selon moi, ferait intervenir la résurrection tant attendue de Feu du Soleil, Sunfire.
Ça serait sans doute d'ailleurs le bon moment pour permettre à Aegon de se relever enfin après une saison particulièrement difficile pour lui. Avant de nous quitter, dites-moi dans les commentaires quelle est la scène que vous avez préférée dans cet épisode 6, et dites-moi aussi si j'ai raté des choses dans mon analyse, dans les références, dans les différences, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse bien entendu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès ce soir à 21h pour un live de débrief de l'épisode 6 de House of Dragon en direct sur cette chaîne YouTube ou bien sur Twitch, et demain à 17h pour une vidéo d'analyse plan par plan du trailer de l'épisode 7 pour savoir ce qu'il nous concocte évidemment pour la semaine prochaine. Je vous laisse avec cette vidéo pour continuer votre visionnage en ma compagnie dans l'univers de House of Dragon, et je vous dis à très bientôt tout le monde, salut à tous.